Bonjour à tous, la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. N'hésitez pas non plus à appuyer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et savourez pendant que nous nous plongeons dans l'histoire. Ce matin-là, la pluie tombait comme si elle avait un but, régulière et froide. Le ciel était bas sur le cimetière d'Oaklawn, épais de nuages gris qui avalaient le soleil. La voix du pasteur tremblait dans le vent, mais Lola Thompson n'entendait pratiquement rien. Ses yeux étaient fixés sur le cercueil poli reposant sur la terre humide, entouré de roses fanées et de chaises pliantes sur lesquelles personne ne s'était assis. Elle se tenait seule, sans parapluie, sans manteau, juste une fine robe noire qui lui collait à la peau et à ses genoux. Ses tresses étaient trempées et ses chaussures s'étaient enfoncées à moitié dans la boue, mais elle ne bougea pas. Les gens autour d'elle étaient silencieux maintenant, quelques-uns s'essuyant discrètement les yeux, d'autres consultant leur montre. Personne ne vint lui prendre la main, pas même son propre sang. Elle n'avait besoin de personne pour le lui dire. Elle le savait déjà. Sa mère était partie, et elle était seule. Marion Thompson n'était pas une femme que les gens oubliaient facilement. Elle avait été audacieuse, brillante et belle. Autrefois une lycéenne qui avait abandonné ses études, qui s'était formée au commerce grâce à des livres de bibliothèque et des vidéos YouTube, elle avait ouvert une petite boutique de mode en ligne à 30 ans. À 40 ans, elle dirigeait l'une des marques de détail afro-américaines à la croissance la plus rapide de la région. Lola était son unique enfant. Son ombre, sa fierté, leur appartement de 2 chambres avait toujours été rempli de chaleur, de rire, d'épingles à coudre et de rouleaux de tissu. Marion ne croyait pas aux femmes de ménage ou aux nourrices. Elle faisait tout elle-même, travaillant parfois tard dans la nuit pendant que Lola étudiait à ses côtés. Elles avaient des rêves, de grands rêves, des projets pour l'université, des projets d'expansion de l'entreprise, des projets d'emménager dans une vraie maison avec un porche et une roseraie. Tous ces rêves étaient maintenant enterrés à 6 pieds sous terre. Que son âme repose en paix parfaite, dit le pasteur, fermant sa Bible des 2 mains. Amen. Quelques voix murmurèrent. Lola cligna des yeux alors que les ouvriers s'approchaient avec des cordes pour descendre le cercueil. Ses jambes étaient raides, gelées d'être restées trop longtemps dans le froid. Sa gorge brûlait, mais aucune larme ne vint. Elle avait pleuré 3 nuits d'affilée après que le médecin lui ait dit « Nous ne pouvons plus rien faire ». Elle n'avait plus de larmes. Une main gantée de noir toucha son épaule. Lola se retourna. C'était la sœur de sa mère, Clarissa. Elle portait un élégant manteau noir et des talons qui, d'une manière ou d'une autre, évitaient la boue. Son rouge à lèvres n'était pas touché par la pluie. Son parapluie était assez grand pour 2, mais elle ne le tenait que pour elle-même. Derrière elle se tenaient ses 2 filles adolescentes. Tiffany, grande et à la peau claire avec des boucles coûteuses, et Renée, plus petite, plus ronde et mâchant du chewing-gum, même maintenant. Clarissa se pencha légèrement. « On devrait y aller maintenant », murmura-t-elle doucement mais fermement. « Il est temps. » Lola regarda le cercueil, qui était maintenant à mi-chemin dans la terre. Quelque chose en elle se brisa, mais elle hocha la tête. Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit Tiffany marmonner à voix basse, « Elle agit comme une veuve. » Renée renifla, « Elle agit comme un fantôme. » Lola ne dit rien. Ses poings serrés à l'intérieur des manches de sa robe. Elle continua de marcher. Ses chaussures tirant la boue à chaque pas. Elles n'allèrent pas à son appartement. Il n'y restait plus rien. Clarissa avait tout emballé une semaine auparavant, alors que Marion était encore à l'hôpital. Lola n'avait même pas été autorisée à rentrer à l'intérieur. « Tout est réglé », avait dit Clarissa. « Tu te concentres juste sur ton chagrin. » Au lieu de cela, la voiture les conduisit à la maison. Le manoir de Clarissa, dans le quartier chic de la ville, avec ses hautes clôtures, ses haies taillées et son allée pavée de pierre. C'était une maison que Lola n'avait visitée que 2 fois dans sa vie. À l'intérieur, les sols en marbre étaient froids sous ses pieds. Le lustre scintillait au-dessus de sa tête. Tiffany jeta son parapluie par terre et s'en alla sans un mot. Renée la suivit, traînant ses bottes mouillées sur le tapis. Clarissa tendit son manteau à la bonne et se tourna vers Lola. « Tu resteras ici jusqu'à ce que tu sois remise sur pied, » dit-elle simplement. « Ta chambre est au sous-sol. C'est calme là-bas. » Lola la regarda. « Puis-je avoir quelque chose de ma mère ? On parlera plus tard, »
interrompit Clarissa. Pour l'instant, tu as besoin de repos. Elles étaient toutes fatiguées, mais elles n'étaient pas fatiguées. Elles en avaient fini. Elle le vit dans les yeux de Clarissa. Cette nuit-là, Lola resta éveillée sur un matelas rigide dans une chambre au sous-sol sans fenêtre. Les murs étaient peints d'un crème terne et l'air sentait le moisi. Le seul bruit était le rire lointain à l'étage et le doux goutte à goutte d'un tuyau au-dessus de l'évier de sa salle de bain. Elle cligna des yeux au plafond pendant longtemps. Son corps refusait de bouger. Sa mère avait été enterrée la veille. Mais en dehors de cette pièce, la vie continuait déjà sans elle. Elle glissa hors du lit et se lava le visage à l'eau froide. Le miroir de la salle de bain était fissuré dans un coin. La lumière au-dessus clignotait et bourdonnait, la faisant plisser les yeux. Elle passa ses mains sur son visage, sa peau encore gonflée par des jours de pleurs. Elle n'avait pas beaucoup emballé avant de quitter l'hôpital. Clarissa n'avait apporté qu'une petite valise avec quelques-unes de ses affaires. Le collier de sa mère était toujours autour de son cou. Elle ne l'avait pas enlevé. C'était la seule chose qui lui restait de sa mère. Le reste, ses vêtements, ses livres, ses albums photos, tout avait disparu. Clarissa avait dit que tout ce qui venait de l'appartement avait été donné ou vendu. Juste comme ça. Aucun avertissement. Aucune boîte à trier. Aucune chance de tenir l'odeur de sa mère entre ses mains une dernière fois. Lola enfila un jean et un sweat à capuche noire. C'était tout ce qu'elle avait. Elle remonta ses tresses en chignon et se dirigea vers l'étage. La cuisine sentait la cannelle et le bacon. Clarissa était assise à la table à manger dans une robe de soie, sirotant son café. Tiffany faisait défiler son téléphone au comptoir, vêtue d'un crop top et d'un short de pyjama. Renée était assise en tailleur sur l'un des tabourets de bar, mangeant du pain grillé et bâillant bruyamment. Personne ne la regarda. Lola se tenait dans l'embrasure de la porte, ne sachant que faire. Finalement, Clarissa la regarda. « Oh, bien. Tu es debout. » Lola hocha la tête. « Bonjour. » Clarissa sirota son café. « Il y a des œufs sur la cuisinière. Tu pourras en prendre après avoir balayé la cuisine et n'oublie pas le salon. Les filles ont renversé du popcorn en regardant un film hier soir. » Lola cligna des yeux. « Je pensais que la bonne. » « Elle est en congé cette semaine, » dit Clarissa, sans même prendre la peine de lever les yeux. « Tu n'es pas encore à l'école, alors je suis sûre que tu peux te rendre utile. » Renée sourit narquoisement. « Bienvenue dans le monde réel. » Tiffany rit sous son souffle et mordit dans une saucisse. Lola se dirigea lentement vers le coin de la cuisine et ramassa le balai appuyé contre le garde-manger. Elle balaya doucement, la tête baissée. Le bruit de son balai frottant le sol en marbre était le seul son dans la pièce. Personne ne lui offrit d'assiette. Personne ne lui demanda si elle avait mangé depuis la veille. À midi, Lola avait nettoyé toute la cuisine, essuyé les fenêtres et passé l'aspirateur dans le salon. Son estomac grognait, mais elle ne dit rien. Quand elle s'assit enfin sur un tabouret et tendit la main vers une tranche de pain sur le comptoir, Tiffany lui arracha l'assiette. « C'est à moi, dit-elle sèchement. Lola marqua une pause. « Il n'y a plus rien dans le frigo. »« Alors avant que tu ne touches à quelque chose, » claqua Tiffany. Renée arriva en tenant son téléphone et en riant. « On devrait peut-être lui prendre un petit tablier. » Pour officialiser la chose. Clarissa passa à ce moment-là, son sac à main à la main. « Les filles, soyez gentilles, dit-elle légèrement, mais il n'y avait aucune véritable réprimande dans sa voix. Elle regarda Lola. « Il y a une liste sur le frigo. Je m'attends à ce qu'elle soit faite avant le dîner. » Puis elle sortit par la porte d'entrée. Lola se rassit lentement. La faim dans son ventre se transforma en autre chose, une onde silencieuse. Ce soir-là, Lola était assise dehors sur la véranda après que tout le monde ait mangé. Personne ne l'avait invitée à la table du dîner. Elle n'était pas surprise. Le ciel était teinté de doux rose et d'or, et les lumières du jardin avaient commencé à s'allumer une par une. Les fleurs dans la cour étaient parfaitement arrangées, des roses de lavande, des grands lys, comme dans un magazine. Elle s'assit sur la marche inférieure, les genoux serrés contre sa poitrine, les yeux fixant le vide. C'est alors qu'elle entendit des pas doux. Elle se retourna, un vieil homme à la peau sombre, aux cheveux gris épais et aux rides profondes autour des yeux se tenait à quelques pas, tenant un arrosoir. Il semblait avoir travaillé ici pendant des années.
Ses mains usées, ses vêtements simples, mais soignés. Il lui fit un petit signe de tête. « Bonsoir, jeune femme. » Lola acquiesça. « Salut. Tu dois être la fille de Marion. » Elle cligna des yeux. « Tu connaissais ma mère ?» ?»« Bien sûr, dit-il. Elle venait souvent ici avant que vous ne vous éloigniez, elle est venue voir le jardin une fois, elle a beaucoup parlé de toi. » La gorge de Lola se serra. Elle l'a fait. L'homme sourit doucement. Elle t'appelait son avenir. Elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre, essayant de ne pas pleurer. L'homme s'appuya sur la balustrade. Je m'appelle Henri. Les gens m'appellent juste Monsieur Henri. Je m'occupe de ce jardin depuis avant ta naissance. Elle leva les yeux vers lui. Vous aimez ça ici? Il fit une longue pause. Disons simplement que je fais le travail que je dois faire. C'est suffisant. Lola hocha lentement la tête. Elle comprenait ce sentiment maintenant plus que jamais. Monsieur Henri inclina la tête. Tu vas bien là, au sous-sol? Elle hésita. C'est bon. Tu n'as pas à mentir. Pas à moi. Un silence planait entre eux, doux et lourd. Finalement, il dit, ta mère était une battante. Intelligente aussi. Elle a construit quelque chose à partir de rien. Lola regarda ses mains. Ils ont dit qu'elle n'avait pas laissé de testament. Ils ont dit que l'entreprise appartenait à Clarissa maintenant. Les lèvres de Monsieur Henri se serrèrent. C'est ainsi. Elle ne m'a même pas laissé emballer notre appartement. Il ne me reste plus rien. Il regarda les lumières du jardin un instant, puis dit doucement, les choses qui n'appartiennent pas aux gens ne leur restent pas pour toujours. Lola le regarda. Elle ne dit rien. Mais quelque chose en elle changea. Pour la première fois depuis des jours, une petite étincelle s'alluma en elle. Une défiance silencieuse. Elle n'allait pas supplier. Elle n'allait pas pleurer devant eux. Mais elle se souviendrait de tout. Chaque regard. Chaque mot. Chaque mensonge. Et un jour, eux aussi. Le lendemain matin commença de la même manière. Le froid du sol du sous-sol s'infiltra à travers le drap fin sous lequel Lola dormait. Le cadre métallique du lit grinça alors qu'elle s'asseyait. Son dos était endolori par une autre nuit agitée. Elle se lava le visage à l'eau froide. Le miroir clignotait toujours. Rien n'avait changé. Sauf son cœur. Ça commençait à changer. Quand elle entra dans la cuisine, l'odeur de pain grillé brûlé et de musique forte la salua. René était assise sur l'îlot de cuisine, vêtu d'un bonnet de soie et de chaussons moelleux. Tapant sur son téléphone avec son pied qui balançait d'avant en arrière. Tiffany était appuyée contre le réfrigérateur, étalant du cream cheese sur un bagel tout en tenant une tasse de café comme si elle jouait dans une publicité. Lola se dirigea vers l'évier pour commencer à laver la vaisselle laissée de la veille. « Tu as manqué un endroit près du couloir, dit Tiffany d'un ton monocorde sans même tourner la tête. Lola ne leva pas les yeux. Quel endroit? Celui à côté du tapis. Il y a une drôle d'odeur aussi. Peut-être vaporiser quelque chose. Tu sais, puisque tu vis ici sans payer de loyer. René ricana. Lola rinça l'assiette dans ses mains et la posa doucement sur l'égouttoir. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. Elle déglutit difficilement et attrapa le balai. En milieu de matinée, elle avait nettoyé à nouveau le salon, vidé la poubelle de la salle de bain de Clarissa et repassé la blouse de Tiffany. Seulement pour que celle-ci la lui jette, la trouvant trop rigide. Puis vint la pire partie de la journée. Les invités. Clarissa avait invité 2 de ses amis pour le brunch. Des femmes riches avec trop de parfum, des voix fortes et des yeux perçants qui scrutaient Lola comme si elle faisait partie du décor. « Oh, c'est la fille ?» demanda l'une d'elles, jetant un coup d'œil par-dessus le bord de sa mimosa. « Oui, » dit Clarissa avec un sourire. « La fille de Marion. La pauvre a traversé tant de choses. Mais nous faisons de notre mieux pour prendre soin d'elle. » Lola était en train de débarrasser les assiettes de la table lorsque la deuxième femme, une grande dame aux ongles rouges et aux boucles d'oreilles en or, la regarda de haut en bas et dit, « Elle a grandi. N'est-ce pas? Je me souviens quand elle n'était qu'une petite chose à cette collecte de fonds il y a des années. » Qui aurait pu deviner? Clarissa soupira dramatiquement. Eh bien, la vie continue. Elle aide à la maison maintenant, s'occupe.
Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Le rire qui suivit colla à Lola comme de la graisse. Elle l'avala. Tout. Elle ne dit pas un mot. Elle se contenta de ramasser leur verre vide et de s'éloigner. Plus tard dans l'après-midi, Lola trouva M. Henri dans le jardin arrière, taillant les tiges de roses. Le soleil était plus bas maintenant, projetant des lignes dorées sur les fleurs. Elle le regarda en silence un instant avant d'avancer. Il ne leva pas les yeux, il dit juste « Journée difficile ?» Elle expira. Il me traite comme si je n'étais même pas une personne. Il coupa une rose avec précaution. Ils te traitent comme ils en ont besoin, pour maintenir leurs propres illusions en vie. Toi. Tu es un miroir qu'ils ne veulent pas affronter. Lola s'accroupit à côté de lui. Je ne peux pas faire ça éternellement. Tu ne le feras pas, dit-il simplement. Elle ramassa une feuille tombée et la roula entre ses doigts. Et si c'est tout ce qu'il me reste? Monsieur Henri fit une pause et se tourna pour la regarder. Laisse-moi te demander quelque chose. Qu'est-ce que ta mère t'a appris? Lola regarda le ciel. Elle m'a appris à créer. Elle disait que mes mains étaient nées pour créer. Nous parlions d'ouvrir un jour une académie de mode pour jeunes. Ses yeux se plissèrent d'un sourire. Alors pourquoi arrêter de rêver maintenant? Parce que tout est parti, murmura-t-elle. Monsieur Henri s'essuya les mains avec un chiffon. Laisse-moi te dire quelque chose, petite fleur. La terre ne tue pas la graine. Elle la protège jusqu'à ce qu'elle soit prête à s'élever. Elle sentit sa poitrine se serrer. Quelque chose à propos de ces mots s'ancra profondément en elle. Tu as des racines. Maintenant, tu as juste besoin de la bonne eau. Tu y penseras. Cette nuit-là, de retour au sous-sol, Lola ouvrit un carnet qu'elle avait apporté avec elle de l'hôpital. C'était la seule chose qu'elle avait réussi à attraper avant que Clarissa n'apparaisse avec sa voix froide et ses promesses vides. Elle ouvrit à la première page. Elle n'écrivit pas une entrée de journal. Elle ne se plaignit pas, ne se défoula pas. Elle commença à esquisser. À la faible lumière jaune de sa lampe de bureau, elle dessina des formes de tissu, des silhouettes de vestes, de hauts, de robes, des plis, des ourlets. Son crayon bougea lentement au début, puis plus vite. Ses lignes étaient fortes, claires, comme si elles attendaient d'être libérées. Au moment où elle leva les yeux, plus d'1 heure s'était écoulée. Il y avait 5 pages de dessin devant elle. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, Lola sourit. Lola commença à se lever avant les oiseaux. Cela commença par un matin tranquille où elle ne put dormir. Puis ce fut une habitude. À 4h30 du matin, avant que la maison ne s'éveille, elle sortait du sous-sol pieds nus, prenait son carnet de croquis et se dirigeait vers la véranda arrière où le monde semblait encore paisible. Là, sous les étoiles pâlissantes, avec la rosée encore fraîche sur l'herbe M. Henri fredonnant doucement à proximité, elle recommença à dessiner. Croquis après croquis, elle bâtit son avenir au crayon. Elle gardait son carnet caché dans la doublure de sa valise sous son lit. Après la vaisselle, après le balayage, après les courses et les regards dédaigneux et les insultes, elle se glissait dans son sous-sol et dessinait jusqu'à ce que ses yeux deviennent lourds. Ses lignes devinrent plus confiantes chaque nuit. Les dessins se transformèrent en tenues complètes. Les tenues se transformèrent en collections. Elle commença même à imaginer des logos, des noms de marques, des aménagements de magasins. Comme si elle construisait son rêve de A à Z, tout comme sa mère l'avait fait. Mais contrairement à sa mère, personne ne l'encourageait. Personne ne croyait en elle. Sauf une personne. Tu es rayonnante. Monsieur Henri dit un matin alors qu'il se tenait près des rosiers. Lola baissa timidement les yeux. J'ai de nouveau esquissé. Ah. Il hocha la tête. C'est ce qui se passe quand tu te souviens qui tu es. Elle leva les yeux. Mais je n'ai rien. Pas d'argent. Pas de diplôme. Personne pour me soutenir. Monsieur Henri tapota sa tempe. Tu as ton esprit. Il tapota sa poitrine. Et ton feu. Puis il désigna ses mains. Elle sourit. C'était petit, mais ça resta avec elle. Mais le changement ne vient jamais sans résistance. Et Clarissa le remarqua. Cela commença par de petits commentaires. Tu as souri ces derniers temps. Ne me dis pas que tu es réellement heureuse là-bas. Tu penses que c'est ta maison maintenant?
N'oublie pas que tu es ici parce que je l'ai permis. Ne te promène pas comme si tu étais la propriétaire. Tu es toujours la fille qui dort au sous-sol. Puis vinrent les nouvelles règles soudaines. Tu n'as plus le droit d'aller sur la véranda arrière. C'est notre espace familial. Tu n'as pas besoin d'être seul dehors le matin. Ça a l'air suspect. Pas de visiteurs, sauf si approuvés. Et cela inclut le personnel. Un après-midi, Clarissa entra dans la cuisine et trouva Lola en train d'esquisser sur une serviette. L'invitation de mariage reposait sur le bureau de Juliette comme une bombe à retardement. Ses lettres gaufrées d'or la narguaient à chaque regard. Elle n'avait pas mis les pieds dans sa ville natale depuis 10 ans, et maintenant sa cousine voulait qu'elle soit la demoiselle d'honneur. L'ironie ne lui échappait pas. La fille oubliée, soudain assez importante pour se tenir aux côtés de la mariée. Juliette, la dernière fois qu'elle avait vu ses parents, ils avaient clairement fait comprendre qu'une fille n'était pas ce qu'ils avaient prévu pour leur héritage. Si seulement tu étais né un garçon, disait sa mère, secouant la tête tout en servant le dîner à son père d'abord, toujours d'abord. Son téléphone vibra. Le nom de Mirable s'afficha sur l'écran. Juliette, as-tu reçu l'invitation? Son excitation crépitait à travers le haut-parleur. Ouais, je suis en train de la regarder. Juliette traça les bords de l'enveloppe avec son doigt. Es-tu sûr de ça? Tes parents pourraient ne pas. Arrête-la, coupe Mirable. C'est mon mariage, et tu es la seule personne que je veux à mes côtés. D'ailleurs, Daniel t'adore. Il dit que tu es le genre de femme qui fait bouger les choses. Juliette sourit malgré elle. Sa société de technologie venait de conclure son plus gros contrat, et les magazines de l'industrie commençaient à la remarquer. C'est gentil de sa part, mais Mirable, tu sais comment ça se passe avec. Il te pose des questions, tu sais, dit-elle doucement. Tes parents, ils voient ton nom dans les rubriques économiques. Maman dit que tante Linda garde tous les articles. La gorge de Juliette se serra. Drôle de façon de le montrer. 10 ans de silence, et il collectionnait des articles comme des parents fiers. Il y a autre chose, Mirable hésita. Ils veulent te parler au mariage. Ta mère a spécifiquement demandé si tu serais là. La colère familière monta, mais Juliette la repoussa. Elle a dit de quoi? Non, mais Juliette, les choses changent. Les gens changent. Juliette jeta un coup d'œil à l'écran de son ordinateur portable, où une ébauche du dernier rapport financier de l'entreprise attendait sa révision. Les chiffres étaient bons. Mieux que bons. Ils avaient connu une croissance exponentielle au cours des 2 dernières années. Écoute, Mirable, j'ai besoin d'y réfléchir. Le mariage est dans 3 semaines. S'il te plaît, dis oui. La porte de son bureau s'ouvrit, et Gabriel entra, portant 2 tasses de café. Il leva un sourcil devant son expression. Je te rappelle. Juliette dit à Mirable, raccrochant. Drame de mariage. Gabriel posa une tasse sur son bureau. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Pire. Mes parents veulent parler. Il s'assit, se penchant en avant. Les mêmes parents qui t'ont dit qu'investir dans ton éducation était un gâchis parce que tu finirais juste la femme de quelqu'un. Les mêmes. Juliette prit une gorgée de café. Mirable dit qu'ils ont changé. Les gens ne changent pas tant que ça, Juliette. Ils deviennent juste meilleurs pour cacher qui ils sont. Il marqua une pause. À moins qu'il n'ait besoin de quelque chose. Un nouveau message apparut sur son téléphone, de Grace, son amie d'enfance. Je viens d'apprendre que tu pourrais revenir pour le mariage. Ta mère était à l'épicerie, racontant à tout le monde à quel point elle est fière de sa fille qui a réussi. Il y a quelque chose. Juliette montra le message à Gabriel. Il laissa échapper un léger sifflement. Soudainement fier, hein? Juste au moment où ta compagnie fait les gros titres. Mes pensées exactes, dit Juliette. Elle se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville qu'elle avait appris à aimer. Tu sais quelle est la pire partie? Une petite partie de moi veut toujours leur approbation. Pathétique, non? Humain, corrigea Gabriel. Mais ne laisse pas cela obscurcir ton jugement. Tu as construit tout ça. Il désigna le bureau. Sans eux. Pendant qu'ils étaient occupés à souhaiter un fils. Tu es devenu quelqu'un que leur héritier imaginaire n'aurait jamais pu égaler. Son téléphone vibra à nouveau.
Un autre message de Mirable. Il y a autre chose que tu devrais savoir. C'est important. Pouvons-nous parler? Juliette montra le message à Gabriel. Va au mariage, dit-il fermement. Quoi qu'il veuille, quel que soit le jeu qu'il joue, affronte-le de front. Tu n'es plus cette adolescente effrayée. Juliette reprit l'invitation, passant ses doigts sur son nom. Juliette Spencer. Pas Juliette Simons. Elle avait changé de nom de famille le jour où elle avait quitté la maison, choisissant le nom de jeune fille de sa grand-mère. La seule personne de sa famille qui avait jamais cru en elle. Tu as raison, dit-elle à Gabriel. J'irai. Mais pas pour eux. Elle sortit son téléphone pour envoyer un message à Mirable. J'en suis. Mais d'abord, raconte-moi tout. Sa réponse vint immédiatement. Pas par SMS. Peux-tu passer à ton bureau demain? Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir avant de les affronter. Juliette regarda Gabriel qui la regardait avec inquiétude. Quoi qu'ils préparent, dit-elle. Ils vont apprendre que la fille qu'ils ne voulaient pas est devenue exactement qui elle devait être. C'est ma fille, dit Gabriel. Maintenant, on revoit ce rapport financier? Quelque chose me dit que tu vas vouloir avoir ces chiffres en tête. Juliette hocha la tête, se demandant déjà ce que Mirable devait lui dire. Et pourquoi ses parents avaient soudainement décidé que leur fille valait la peine d'être reconnue. Quoi qu'il en soit, elle avait le sentiment que ce mariage allait être bien plus qu'un simple oui. La révélation de Mirable frappa Juliette comme un seau d'eau glacée. Ils perdent tout, Juliette. L'entreprise familiale, la maison, tout. Papa dit qu'oncle Norman a fait de mauvais investissements. Et maintenant, ils sont désespérés. Elles étaient assises dans le bureau de Juliette, les lumières de la ville scintillant derrière elle tandis que le soir tombait. Mirable serrait sa tasse de café, sa bague de fiançailles attrapant la lumière. Alors c'est pour ça qu'ils se souviennent soudainement qu'ils ont une fille, dit Juliette, les pièces du puzzle s'assemblant. Combien ont-ils besoin? Au moins un demi-million pour rester à flot. Mirable ne la regardait pas dans les yeux. Tante Linda a raconté à tout le monde à quel point tu as réussi. À quel point ils sont fiers de leur brillante fille. Juliette rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. 10 ans de silence, et maintenant ils étaient fiers parce qu'ils avaient besoin d'argent. Je sais que c'est affreux, dit Mirable, tendant la main par-dessus le bureau pour lui serrer la main. Je voulais juste que tu saches avant le mariage. Il prévoit de t'approcher là-bas. À ton mariage, il ferait vraiment ça, demanda Juliette, secouant la tête, incrédule. Il pense que tu ne feras pas de scène. Image publique et tout ça. Mirable leva les yeux au ciel. Tu sais comment ils sont. Le téléphone de Juliette vibra. Un SMS de Grèce. Je viens de passer devant ta vieille maison. Panneau à vendre. Ça va? L'estomac de Juliette se serra. Tout le monde sait sauf moi. Elle montra le message à Mirable. Petite ville, tu te souviens. Mirable soupira. Mais écoute, il y a plus. Daniel et moi les avons entendus au dîner de répétition hier soir. Ils racontent aux gens que tu as proposé d'aider. Que tu rentres à la maison pour sauver l'entreprise familiale. La colère que Juliette avait réprimée pendant des années menaça de bouillonner. Ils dépensent déjà mon argent. Mirable hésita. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant que Juliette ne puisse répondre, Gabriel entra dans le bureau. Tu dois voir ça. Il tourna sa tablette vers elle, montrant un site d'information locale. Il y avait son père devant son entreprise en faillite, cité dans un article sur les entreprises familiales confrontées à des défis. Nous avons de la chance que notre fille ait accepté d'intervenir, lut Juliette à voix haute. La famille se serre toujours les coudes en cas de besoin. Ses mains tremblaient. Ils se dépeignent comme des parents fiers, dont la fille qui a réussi se précipite à la maison pour aider, dit-elle, la voix tendue. Ils essaient de me coincer. Ce n'est pas tout, Gabriel fit défiler l'écran. Ils organisent un dîner de bienvenue pour toi la veille du mariage. Ils l'ont déjà annoncé dans les pages mondaines. Mirable parut mortifié. Juliette, je suis tellement désolé. Si j'avais su qu'ils iraient aussi loin. Ce n'est pas ta faute. Juliette se leva, arpentant le bureau. Ils jouent toujours au même jeu, juste avec des enjeux plus élevés. Quel est ton plan? Demanda Gabriel, la regardant attentivement.
Juliette cessa de faire les 100 pas. J'irai à ce dîner et au mariage, mais pas en tant que fille obéissante qu'ils attendent. Juliette, Mirable l'a mis en garde. Quoi que tu penses. Ne t'inquiète pas, Juliette la rassura. Je ne ruinerai pas ton mariage, mais j'en ai fini de les laisser contrôler le récit. Ils veulent m'utiliser pour l'argent. Très bien. Voyons comment ils gèrent ça quand j'utilise leurs précieuses images publiques contre eux. Son téléphone sonna. Le numéro de sa mère. Après 10 ans, elle appelait enfin. Mets-le sur haut-parleur, suggéra Gabriel. Juliette répondit. Bonjour, mère. Juliette chérie. La voix de sa mère était douce comme du sirop. Nous sommes si excités pour le dîner. Tout le monde en parle. Ton père et moi t'avons terriblement manqué. Vraiment? Juliette garda sa voix neutre. C'est drôle parce que je ne me souviens pas avoir eu de vos nouvelles au cours de la dernière décennie. Une pause. Puis, le passé est le passé, ma chère. Nous sommes si fiers de ce que tu as accompli. Une mère connaît toujours le potentiel de son enfant. Juliette croisa le regard de Gabriel. Il secouait la tête, incrédule. Vraiment, demanda Juliette. Il me semble que vous aviez des opinions très différentes sur mon potentiel. Juliette, la voix de sa mère se durcit légèrement. Tout ça, c'est de l'eau sous les ponts. Nous avons tellement de choses à discuter quand tu seras à la maison. De si belles opportunités pour la famille. Je suis sûr que oui. Juliette sourit, même si sa mère ne pouvait pas le voir. J'ai hâte. Après avoir raccroché, elle se tourna vers Mirable et Gabriel. Ils veulent jouer aux familles heureuses. Parfait. Je leur donnerai exactement ce qu'ils veulent. Jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Mirable avait l'air inquiète. Qu'est-ce que tu prévois? Quelque chose qui leur fera regretter d'avoir jamais eu une fille, dit Juliette. Elle ramassa l'invitation de mariage. Mais d'abord, j'ai quelques appels à passer. S'ils veulent parler d'argent, parlons d'argent. Gabriel sourit. Besoin d'aide? En fait, oui. Juliette se tourna vers Mirable. Je suis toujours ta demoiselle d'honneur, et je promets que ton mariage ne sera pas un dommage collatéral. Mais après, ils vont apprendre que la fille qu'ils ont rejetée n'est pas seulement un succès. Elle a appris à jouer leur jeu mieux qu'eux. Tandis que Mirable partait, Gabriel resta derrière. Tu es sûr de ça? Ils m'ont appris une leçon précieuse, dit Juliette, ouvrant les dossiers financiers de sa compagnie. L'image est tout. Il est temps qu'ils apprennent comment cette leçon peut se retourner contre eux. Le dîner de bienvenue fut exactement comme Juliette s'y attendait. Un spectacle soigneusement orchestré d'unité familiale. Sa mère avait tout arrangé parfaitement, des fleurs fraîches au placement stratégique des invités influents. Juliette portait son costume le plus cher, jouant son rôle. Juliette chérie. Sa mère lui fit une bise sur les joues à son arrivée. Tu es magnifique. Le succès te va bien. Mère. Juliette sourit, égalant sa chaleur artificielle. Vous vous êtes surpassé avec les arrangements. Eh bien, il fallait bien pour fêter dignement. Sa mère baissa la voix. Tous ceux qui comptent sont ici. Juliette parcourut la pièce du regard. Des chefs d'entreprise locaux, des amis de la famille. Même un journaliste du journal local. Tous des témoins soigneusement choisis du retour de la fille prodigue. Le père de Juliette s'approcha, un verre de champagne à la main. Voilà ma fille. Je parlais justement à Richard de l'impressionnante croissance de ton entreprise. Richard, un directeur de banque qu'elle connaissait depuis l'enfance, hocha la tête avec enthousiasme. Remarquable réalisation, Juliette. Ton père a partagé les chiffres. Vraiment? Juliette haussa un sourcil. Intéressant, étant donné que je n'ai pas partagé ces chiffres avec lui. Un silence gêné s'installa. Son père rit trop fort. Toujours la blagueuse, celle-là. Grace apparut aux côtés de Juliette, lui serrant le bras en signe de soutien silencieux. Juliette, laisse-moi te chercher un verre au bar, murmura-t-elle. Ils t'ont vanté toute la soirée. Ta mère rayonne de fierté maternelle. 10 ans trop tard, marmonna Juliette, acceptant un verre de vin. Juliette, la voix de son père vint de derrière. Pourrions-nous avoir un moment en privé? Elle le suivit jusqu'à son bureau.
La même pièce où il lui avait dit un jour qu'investir dans son éducation commerciale était inutile, parce que personne ne prenait les femmes dirigeantes au sérieux. Il ferma la porte. Tu as bien réussi. Non, grâce à vous. Maintenant Juliette, il ajusta sa cravate. Ne nous attardons pas sur le passé. Nous sommes une famille. La famille se soutient mutuellement. Vraiment? Juliette s'assit dans son fauteuil en cuir, astérisque son astérisque fauteuil, et le regarda tressaillir. Comme vous m'avez soutenu? Nous avons peut-être fait des erreurs, il fit les 100 pas. Mais nous sommes fiers de toi maintenant. Et avec ton aide, nous pourrions tout reconstruire. En faire une véritable entreprise familiale. Combien avez-vous besoin? Il nomma le chiffre, plus élevé que ce que Mirable avait mentionné. C'est un investissement important, dit Juliette avec précaution. Un investissement, il rit. Juliette, nous sommes tes parents. Il s'agit de famille, pas d'affaires. Tout est affaire avec vous, père. C'est vous qui me l'avez appris. On frappa à la porte. Sa mère entra, refermant la porte derrière elle. Tout est réglé. Notre fille semble penser que c'est une transaction commerciale, dit son père sèchement. N'est-ce pas? Juliette se leva. Vous ne m'avez pas parlé depuis 10 ans. Maintenant vous organisez des dîners, vous vous vantez de mon succès, vous dites aux gens que je rentre à la maison pour sauver l'entreprise familiale. Tout cela sans me demander d'abord. Nous sommes tes parents, sa mère s'avança. Nous avons le droit de... De quoi? De mon argent. Le succès que vous avez dit que je n'atteindrai jamais. Juliette se dirigea vers la porte. Vous savez ce qui est drôle? Si vous aviez juste appelé, vous étiez excusé, aviez montré le moindre remords sincère, j'aurais peut-être aidé. Mais ça, elle désigna la fête à l'extérieur. Cette manipulation? Juliette, la voix de son père se durcit. Réfléchis bien à ton prochain geste. Ta réputation. Ma réputation? Juliette rit. Je l'ai construite sans vous. Tout comme j'ai construit tout ce dont vous essayez de vous attribuer le mérite. Les gens regardent, sa mère siffla. Ils s'attendent à ce que vous leur avez dit d'attendre. C'est votre problème, pas le mien. Juliette ouvrit la porte mais se retourna une dernière fois. Je vous verrai au mariage de Mirable. Je suis sûr que vous serez fiers d'avoir votre fille qui a réussi à faire un discours. Leurs visages pâlirent simultanément. De retour à la fête, Grace l'intercepta. Ça va? Parfaitement. Juliette sourit aux curieux. Je discutais juste de quelques opportunités d'affaires familiales passionnantes. Un journaliste se redressa. Des commentaires sur la rumeur d'expansion de l'entreprise familiale? Oh oui, dit Juliette clairement. Je ferai une annonce très spéciale au mariage. Quelque chose qui rendra mes parents incroyablement fiers. Sa mère, qui l'avait suivi, se figea à mi-chemin. Vraiment? Le journaliste griffonna frénétiquement. Vous voulez nous donner un indice? Disons simplement, Juliette éleva légèrement la voix. Il s'agit de l'héritage familial. Il s'agit de s'assurer que les bonnes personnes bénéficient du succès. La main de son père serra un verre de champagne si fort qu'elle pensa qu'il allait se briser. Grace murmura. Qu'est-ce que tu prévois? Justice, murmura Juliette en retour. Servie froide. Avec une touche de karma. En quittant la fête, elle entendit sa mère faire des excuses à propos de son supposé décalage horaire. Mais elle s'en fichait. Qu'il passe les prochains jours à se demander ce qu'elle ferait. Qu'il goûte l'anxiété qu'il lui avait nourrie pendant des années. Le mariage était dans 2 jours, et elle avait des préparatifs à faire. Il voulait que leur fille qui a réussi fasse une déclaration. Elle leur en ferait une qu'il n'oublierait jamais. Tu fais quoi? La voix de Gabrielle crépitait à travers le haut-parleur de son téléphone alors qu'elle arpentait sa chambre d'hôtel. Juliette, c'est soit brillant, soit insensé. Peut-être les deux, dit-elle, révisant les documents sur son ordinateur portable. Les papiers sont prêts. Je dois juste les rendre publics au bon moment. Grace entra dans sa chambre, agitant son téléphone. Tu as vu ça? Elle montra un article de presse locale. Une histoire de succès local de retour. La réconciliation familiale mène à une fusion d'entreprises. Il continue à pousser le récit, marmonna Juliette. Même après hier soir,
Ta mère a appelé tout le monde, dit Grace, assise sur le lit. Contrôle des dégâts. Disant que tu étais fatigué du voyage. Que tout se passe comme prévu. Le téléphone de Juliette vibra. Mirable appelait. Juliette, es-tu sûre pour demain? Ne t'inquiète pas pour ton mariage, la rassura-t-elle. Le discours de la réception, c'est là que tout se passe. Ta cérémonie sera parfaite. Ce n'est pas ça, Mirable hésita. Ta mère vient d'appeler les parents de Daniel. Elle dit à tout le monde que tu vas faire une annonce d'investissement majeur pendant ton discours. Gabriel, toujours sur haut-parleur, rit. Ils ne savent vraiment pas quand s'arrêter, n'est-ce pas? On frappa à la porte de Juliette. Grace ouvrit pour trouver Daniel debout, l'air inquiet. Juliette, il entra. On doit parler. Ton père a coincé mon père au dîner de répétition. Il leur a pratiquement promis un partenariat commercial par ton intermédiaire. Bien sûr qu'il l'a fait, marmonna-t-elle, fermant son ordinateur portable. Ils essaient de me forcer la main en créant des attentes. C'est plus que ça, Daniel s'assit. Ils exploitent ses promesses pour des prêts immédiats, utilisant ton supposée implication comme garantie. Juliette se leva brusquement. C'est de la fraude. Seulement si tu ne vas pas jusqu'au bout, fit remarquer Grace. Il parie que tu ne les humilieras pas publiquement. Regardez-moi faire. Juliette sortit son téléphone, composant le numéro de son avocate. Sarah, va de l'avant avec tout ce que nous avons discuté. Oui, demain. Et contacte la SEC à propos de ses promesses non autorisées. Après avoir raccroché, elle se tourna vers Daniel. J'ai besoin d'une faveur. Peux-tu faire en sorte que mon discours soit juste après le dîner, avant que quiconque ne parte? Il hocha la tête. C'est déjà fait. Mirable l'a suggéré. Parfait. Elle rouvrit son ordinateur portable. Mais